Votre programme avec Amicio, leader de la relation client externalisée 100% produite en France, premier prestataire entreprise à mission. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau rendez-vous de Les Yeux dans les Yeux. Alors, Les Yeux dans les Yeux, ça ne sera pas avec moi, ça sera avec le monsieur qui est avec nous, en l'occurrence Antoine Scanu. Bienvenue. Merci, bonjour. Juste avant qu'on démarre Les Yeux dans les Yeux, je voudrais vous préciser une petite chose, mais il va nous le dire tout de suite. Il est originaire de Corse. Si j'ai la voix cassée, c'est parce que juste avant, pour qu'on fasse connaissance, nous avons chanté les chants polyphoniques corses. Exactement, et d'ailleurs, on s'est plutôt pas mal débrouillé. On ne refera pas une démo parce que du coup, la voix est un peu éraillée. Mais... Pour la mienne, c'est voilà, terminé. Tout à fait. Originaire de Corse, les yeux dans les yeux, c'est quelque chose, c'est une appartenance, c'est quelque chose qui vous a guidé, qui vous guide aussi. J'allais dire presque tout autant parfois que les collaborateurs, ça développe beaucoup de fierté et d'appartenance, oui, ces origines corses, comme on peut les retrouver dans certains territoires d'ailleurs. Mais en Corse, c'est particulièrement marqué. Oui. Alors, Antoine, on va essayer, au cours de cette émission ensemble, de comprendre ce que signifie l'expérience client pour vous, qui avez eu, pour le moment, dans votre carrière, la possibilité d'aller sur le secteur public, le secteur privé, le logement, les services associés, enfin, de découvrir finalement toutes les facettes, ou presque, que l'expérience client peut proposer. Parcours et vocation, d'abord, qu'est-ce qui a pu vous conduire dans votre carrière à arriver sur ce secteur? Alors, je crois que la notion de service est majeure et primordiale effectivement dans mon parcours, et c'est ce qui m'a souvent attiré, c'est d'être au service des autres, d'une collectivité, d'une cause ou autre. Et donc tous les métiers que j'ai pu parcourir, et quand on cite de grandes sociétés auxquelles j'ai pu appartenir comme Engie ou l'Oxam, on était dans des métiers de service pleinement, ou des métiers de service directs tels que l'Oxam avec de la location de matériel pour des professionnels, ou des services auprès du particulier, quand j'étais chez NG Home Service, ou des bailleurs sociaux en B2B2C, cette fois-ci quand on prestait pour des bailleurs sociaux qui accompagnaient leurs locataires. Mais cette notion de service est majeure. Alors, oui, on comprend dans vos propos, et d'ailleurs, vous citez NG Home Service, on va quand même rappeler, pour celles et ceux qui nous regardent, que vous en avez été le directeur région, notamment Nord et Est. Du côté de l'Oxam, directeur régional. Vous avez été également directeur général adjoint du côté de Iserba. Ça veut dire que vous avez pu occuper, c'est là vous allez voir qu'il va y avoir un sens, un intérêt, occuper des fonctions à la fois avec prise de hauteur, et puis des fonctions qui vous ont amené à aller sur le terrain. Moi, c'est sur ce terrain-là que je veux qu'on aille les yeux dans les yeux ensemble sur l'expérience client. C'est d'abord le terme client. Comment on pourrait le définir? Parce que c'est jamais évident de dire... Alors, on va prendre un exemple, vous en avez parlé, le logement social. Un client on achète de l'électroménager, ok, c'est un client, mais dans le logement social. Alors en fait, je pense qu'il ne faut pas se tromper de cible. En fait, quand on est dans le logement social, en fait, on passe un marché public avec un bailleur social, donc, qui est notre client, mais ce n'est pas le bénéficiaire de la prestation. Le bénéficiaire de la prestation, c'est le locataire qui, lui, est logé par le bailleur social. Donc en ce sens, il faut que les équipes comprennent que celui qu'on doit servir, nous, c'est effectivement le locataire. Le bailleur social, on est lié avec lui de façon contractuelle, mais celui qu'on doit servir, c'est le locataire. Donc je ne parlerai pas de client, là. Je parlerai ayant droit, ce n'est pas tout à fait le mot non plus, mais enfin de personnes qui, au travers du bailleur social, ont le droit effectivement à une prestation de qualité, comme tout autre prestataire. Et surtout quand on est dans les métiers du chauffage ou du sanitaire. Alors, il y a aussi une notion de manager les techniciens quand on va chez le client. J'aimerais, avec vous, qu'on puisse avoir un peu... Alors, c'est vrai que lorsqu'on manage des techniciens autonomes, par définition, donc ils partent de l'agence, ils vont effectivement à la rencontre des locataires pour prester ou sur des prestations de maintenance ou des prestations de dépannage, donc encore une fois dans le chauffage ou l'eau chaude en particulier. Ce qui est majeur dans ces cas-là, c'est que l'entreprise puisse donner tout le sens, encore une fois, de la notion de service à ses collaborateurs, pour que les collaborateurs puissent l'incarner. Ils y croient, et donc quand ils sont chez le locataire, ou quand ils sont chez un client, ils représentent l'entreprise, c'est bien l'image de l'entreprise qui est présente au travers eux, et qui puissent faire un travail de qualité. Comment nous on fait aussi, c'est qu'on les accompagne au quotidien. Donc, même moi, je suis allé souvent effectivement avec des techniciens à rencontrer des locataires, des clients particuliers.
forcément des clients en B2B buyer, mais ça permet de voir, encore une fois, les attentes de nos clients ou locataires et les axes d'amélioration des techniciens. Tant sur la partie technique, sur laquelle ils sont plutôt à l'aise. C'est assez facile d'être à l'aise quand on est technicien en technique. Mais sur la partie comportementale, le savoir-être, où là, on s'assure effectivement qu'ils fassent, j'ai envie de dire, le minima qui paraît essentiel à chacun, c'est qu'on respecte un logement, le logement dans lequel on rentre, puisqu'on rentre dans l'intimité, cette fois-ci, des clients. Du coup, là, on est à la fois pour une expérience client d'entreprise, mais également de l'individuel, du particulier. Tout à fait. Il y a une différence ou pas? Dans l'approche, peut-être? Alors, il y a peut-être une différence du bénéficiaire. Parce qu'en fait, dans un cas, en fait, c'est le client particulier paye directement son contrat de maintenance. Dans l'autre, il le paye au travers de ses charges avec le bailleur social. Après, ce qui est important, c'est que le technicien, lui, ne fasse pas de différence. Enfin, encore une fois, on a quelqu'un à qui on doit faire une prestation, peu importe qu'il soit issu d'un bailleur social ou issu d'un client particulier. C'est le même niveau de prestation. Et puis après, c'est plutôt le niveau contractuel qui va lier chacune des parties, encore une fois sur le bailleur ou sur un client particulier, qui va définir les actions qu'il va mener. Mais en tout cas, il ne doit pas y avoir de différence entre les deux typologies de clients. À vous écouter, Antoine Scanu, j'ai un peu le sentiment que l'expérience client, on pourrait dire que la première langue, c'est la pratique. Mais pleinement. Enfin, pleinement. Il existe aujourd'hui des formations, de l'accompagnement, du coaching, plein de choses pour essayer de faire grandir un peu nos collaborateurs, et nous-mêmes d'ailleurs, parce qu'on parle des collaborateurs, mais ça passe par les comités de direction, sur l'approche de la relation client. J'ai eu la chance, moi, d'avoir un patron chez NG Home Service qui a implanté de façon plutôt forte, accompagné avec le sens et tout, la relation client chez NG Home Service, qui a beaucoup fait progresser l'entreprise sur ces sujets. Mais c'est pas inné, quoi. Et donc je pense effectivement qu'il y a un peu de technique, il y a un peu de bon sens, il y a un peu de savoir-être, il y a un peu de tout ça qui fait que lorsqu'on est en particulier sur le domaine du métier de service et qu'on est porté par un peu d'empathie dans ce qu'on fait, ça marche, quoi. Et là, on voit que les techniciens savent faire, même en pleine autonomie. Du coup, toi, ton type de management, ça serait quoi? Tu manageais tes équipes comment? Alors moi, je suis pas, plus je vieillis, malheureusement, mais plus je suis dans la transmission et l'accompagnement. Oui. J'ai plus intérêt aujourd'hui oui. à donner, encore une fois, mais je reste convaincu, et surtout quand on est sur une typologie de collaborateurs qui sont autonomes comme des techniciens, il faut donner le sens. Si on ne donne pas le sens, on a des gens qui vont être des machines, qui vont passer sur site, qui vont faire une opération sans dire bonjour, sans expliquer ce qu'ils ont fait aux clients. Donc il faut vraiment qu'ils donnent du sens pour qu'ils comprennent qu'on est une société de service. Au même titre que si vous avez une chaudière en panne, vous partez pas à 17h parce que c'est la fin de la journée, quoi. Vous devez dépanner la chaudière. Et après, vous partez. Même s'il est 18, 19 heures, ça fait partie, encore une fois, du métier. Ça me fait penser à une question. Comment on fait, justement, dans ce domaine d'expérience client, lorsque y a une sous-traitance qui apparaît? Comment on la gère, cette partie-là? Parce que si c'est de l'interne, comme vous l'avez dit, très bien. On va dire aux collaborateurs, écoute, là, tu pars pas, on termine ce dossier. Bon. Si on est maintenant aussi sous la sous-traitance, comment on gère? Alors, là, il y a trois expériences qui sont, deux expériences d'entreprise et trois exemples qui peuvent être débattus. Le premier, c'est quand on a un partenaire, effectivement. Donc, si je prends encore une fois le monde du chauffage, et par exemple sur le remplacement d'un appareil, donc on fait appel effectivement à des poseurs, donc des entreprises de chauffagistes indépendants qui posent pour nous. Qui posent pour l'entreprise. Dans ces cas, déjà, il y a un contrat avec eux, on leur réexplique encore une fois les règles, les valeurs de l'entreprise auxquelles ils doivent adhérer de façon contractuelle. Ça peut paraître peu de choses, mais c'est important qu'ils l'intègrent bien. Et ensuite, il y a des contrôles. C'est-à-dire, systématiquement, on fait des audits, on va voir, effectivement, après l'installation, si ça s'est bien passé. On appelle le client, on fait des enquêtes. Et mieux que ça, lorsqu'on est dans la pause de chauffage, la mise en service est toujours faite par une ressource interne. Donc, il y a un technicien d'NG Home Service qui passe toujours, d'ailleurs, qui passe après l'installation, s'assurer que la chaudière a été correctement posée, il la règle, il la met en service, il explique au client, et c'est lui qui assurera par la suite la maintenance. Donc il a aussi intérêt que le technicien à ce que la pose se fasse correctement. Donc ces partenariats sont encore une fois gagnant-gagnant, et c'est comme ça qu'on s'assure qu'ils soient de qualité. Quand on est dans des métiers comme l'Oxam, la première sous-traitance qu'on peut avoir, c'est le transport. Oui, voilà, parce qu'on prend une machine d'une agence et on doit l'emmener sur un chantier à l'autre bout de la région. Donc là aussi, on a des partenariats très forts avec les transporteurs. Pas tant sur la qualité, parce que c'est assez facile, j'ai envie de dire, une fois qu'on a l'expérience, de monter un chariot sur un plateau et de le redescendre. Mais surtout sur les éléments de sécurité. Donc le premier enjeu, encore une fois, d'un loueur quand on est sur le transport, c'est qu'on s'assure qu'on travaille en sécurité pour le transporteur,
pour nos clients. Et cette sécurité crée aussi la relation client forte, puisque dans ces métiers-là, aujourd'hui, dans le bâtiment ou dans les TP, c'est des éléments très importants dans la sécurité. Donc, ça crée ce lien aussi. Ça crée ce lien. On est dans un monde qui évolue tous les jours. Tous les jours. Quels ont été pour vous les défis les plus complexes? Digitalisation, l'attente croissante des usagers, les contraintes budgétaires. Qu'est-ce qui fait, peut-être plusieurs, hein, mais comme on est dans un monde qui bouge tout le temps, et c'est pour ça que je parle de digitalisation avec l'IA, l'obligation, le centre de coût finalement, hein, qu'est-ce qui a été ou qu'est-ce qui est le plus à gérer? Alors déjà, je ne vis pas la contrainte budgétaire comme une vraie contrainte à part entière, hein, parce que c'est dans ces périodes budgétaires un peu restreintes qu'on est le plus innovant souvent. Voilà, on va chercher à être plus efficace, plus innovant, et c'est là souvent que sortent les meilleures idées pour la suite. Donc je ne dis pas qu'il faut tout le temps vivre dans ces périodes un peu compliquées, mais en tout cas ça peut permettre de sortir ça. Ensuite, la partie digitale, elle a amené beaucoup, et elle était légitime et indispensable, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que tous les clients, quel que soit le domaine d'activité, ont besoin d'avoir du temps réel en termes d'information, hein. Donc c'est pareil quand vous appelez votre dépanneur de chauffagiste, si vous avez besoin de savoir quand est-ce qu'il sera là pour dépanner votre chaudière, si vous pouvez du coup organiser votre journée. Quand vous êtes, encore une fois, un client de l'Oxam, par exemple, vous attendez de savoir quand est-ce que le camion va vous déposer l'engin. Donc tous ces outils-là, digitalisés, font qu'on a donné vraiment, encore une fois, une qualité de relation client meilleure et un service au client supplémentaire. Donc c'était utile et indispensable. On avait peut-être quelques contraintes qui étaient plutôt internes, c'est comment on arrive à faire monter en compétence les collaborateurs sur l'utilisation de ces outils. Donc les clients étaient plus à l'aise parfois que l'étaient les collaborateurs en interne. Donc ça, c'est un sujet qui a parfois été un peu plus compliqué à mettre en place. Après, sincèrement, dans la relation client, tout ce qui a été mis en place, je ne vois pas de frein majeure. De contrainte. Comment vous pourriez définir la gestion de l'équilibre, on va dire, entre efficacité opérationnelle d'un côté et la proximité humaine? Vous en avez parlé au début de notre échange, vous avez dit que ça c'était important dans une entreprise. Comment on gère cet équilibre entre cette efficacité opérationnelle, cette obligation de résultat, puis cet équilibre humain quand même? Parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Si on parle de l'équilibre humain interne, comment on traite nos équipes en interne. Bien sûr. Moi, je crois beaucoup à la symétrie des attentions. C'est-à-dire que si on est capable effectivement de mettre nos collaborateurs dans de bonnes conditions, ils vont prendre soin de l'entreprise, ils vont prendre soin de nos clients. Enfin, voilà. Donc ça, c'est majeur. Et ça se fait encore une fois au travers plein d'actions. La première, c'est une considération. C'est quand je prends par exemple, j'ai pour habitude dans mes rituels aussi d'aller consulter les réclamations des clients. Hein, mais on a... plus que des réclamations, d'ailleurs, les contacts avec nos clients, parce qu'on a parfois des réclamations et parfois des satisfactions. Donc, alors, pas toujours autant, mais au moins, on en a qui arrivent. Et je prends autant de temps à les communiquer sur les deux. C'est-à-dire quand, effectivement, il y a une réclamation qui est majeure pour moi, on va la traiter. Et jusqu'à mon niveau, je vais suivre, je vais m'assurer qu'elle a été faite correctement. Mais si un collaborateur a fait le job correctement, je vais aussi m'assurer d'aller le féliciter personnellement. Ou par un mail quand il est équipé, par un appel téléphonique, ou lorsque je passerai dans l'agence, je vais essayer d'aller le voir pour lui dire qu'un de ses clients l'a félicité. Et ça, c'est majeur. C'est là où il doit y avoir cet équilibre entre la performance et l'homme. Et c'est bien cette équipe qui fait que, de toute façon, on améliore la performance. Vous le disiez tout à l'heure, votre carrière est riche, dense. Aujourd'hui, vous êtes administrateur foncière logement, notamment, pour le groupe Action Logement. Une carrière riche, dense qui peut nous amener à se poser cette question. Quelles seraient, selon vous, les grandes évolutions qui vont transformer, qui transforment peut-être déjà l'expérience client, alors dans les secteurs sur lesquels vous avez été, mais ou d'autres d'ailleurs, mais votre vision en fait, la prise de hauteur qu'on aurait là. Je pense que ça passera forcément par les hommes, avec un grand H, les hommes et les femmes qui composent l'entreprise. Bien sûr. Et que, en fait, on a aujourd'hui, et je pense notamment aux générations un peu plus jeunes, on a aujourd'hui des générations qui arrivent sur le marché de l'emploi, qui sont des consommateurs aguerris, qui sont des consommateurs aussi qui ont l'habitude d'utiliser, encore une fois, on parlait tout à l'heure du digital, ou plein d'outils comme ça qui améliorent l'expérience client ou le parcours client. Donc c'est eux en fait qui vont nous pousser, c'est eux qui vont nous impulser effectivement à ce que cette expérience client devienne le centre, vraiment le centre de l'entreprise.
Et je pense que j'ai même du mal à imaginer la révolution qui peut arriver. C'est-à-dire qu'en fait, je pense, et de façon positive, hein, bien sûr, hein, mais j'imagine qu'il va y avoir encore une fois plein d'idées nouvelles auxquelles on n'avait même pas pensé. L'IA probablement sera un outil qui va aussi contribuer à ça. Mais je crois beaucoup dans les nouvelles générations. C'est eux en fait qui vont faire changer la relation client et, euh, et vraiment la rencontre entre le prestataire et les attendus du client. C'est je dirais presque, la formation de la relation client. Ça pourrait être aussi c'est des choses, c'est former la relation client. Oui, ouais, autant. Ça pourrait être aussi un élément qui pourrait venir. Vous avez beaucoup parlé depuis tout à l'heure, bien sûr, du collaborateur, du salarié que l'on forme. Est-ce que le client, on peut le former aussi? Alors le former, je ne sais pas. En tout cas, il faut, comme tout à chacun, il faut lui expliquer le cadre. Alors encore une fois, lorsqu'on est dans des... Il y a deux façons d'avoir... Dans mon expérience, j'ai eu deux approches un peu différentes et qui d'ailleurs étaient, à mon avis, toutes les deux bonnes. Si je prends le cas de l'Oxam, l'Oxam, on ne forme pas le client. C'est-à-dire que quand un client appelle, donc on peut imaginer un artisan ou un prestataire... Je rappelle que vous en avez été le directeur régional de Paris-Île-de-France. Tout à fait. Quand un client appelle une agence ou qui se déplace en agence, il vient pour chercher donc, un appareil de location qui peut être un gros engin ou qui peut être un petit outillage. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas son quotidien. Lui, son métier, ce n'est pas de s'assurer qu'il aura le bon matos au bon endroit le lendemain. Donc, souvent, il le fait dans l'urgence. L'Oxam, et c'est vraiment une belle école à ce sujet, l'Oxam, ils disent oui, systématiquement. Vous allez dans une agence, peu importe qu'on ait le matos ou pas, on dit oui. Donc on répond oui au client et ensuite on met sous stress nos équipes qui, elles, vont s'assurer que dans le réseau, donc là on parlait du réseau francilien que je manageais, on va trouver encore une fois l'outil ou la machine qui correspond. Le client, c'est transparent pour lui. Par contre, il sait qu'on va dire oui. Donc même s'il a besoin d'une machine à 22h pour le lendemain matin 7h, il sait qui appeler et on va trouver la solution pour lui amener la machine le lendemain matin 7h. Ce que vous dites, ça me fait penser à cette phrase que moi je m'applique beaucoup. Je dis, on s'excusera de demander pardon après. C'est ça. C'est un peu ça, non? Exactement. Et donc là, je pense qu'il faut l'éduquer, mais dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut dire au client, on t'éduque à te dire, ne te pose pas la question, tu viens chez nous, on va trouver une solution. Quand on est effectivement dans les métiers de maintenance et de dépannage, c'est un peu plus différent, parce que là, la résolution du problème est parfois liée à la disponibilité d'une pièce. Oui. Donc il faut être beaucoup dans la pédagogie. Il faut pouvoir expliquer au client que je n'ai pas la bonne pièce. Donc il va falloir attendre peut-être un jour, 2 jours, si je ne l'ai pas en stock et que je puisse m'en approvisionner. Mais on va travailler avec lui aussi pour trouver des solutions de remplacement. Donc quand c'est du chauffage, on va mettre des radiateurs électriques. On peut parfois mettre un ballon d'eau chaude électrique raccordé sur son installation pour qu'il puisse effectivement attendre. Mais voilà, là c'est parfois un peu plus compliqué parce qu'on a parfois des situations un peu tendues. L'hiver en particulier, vous imaginez. Oui, le but du jeu, c'est que le chauffe-eau il tombe en panne plutôt en janvier qu'en plein mois de juillet. C'est ça. C'est un peu normalement, c'est un peu dans. Bon, c'est l'ordre. C'est ça. C'est plutôt comme ça que ça arrive, quoi. Bon. Mais je retiens quand même cette phrase, et vous aussi qui nous regardez, toujours trouver une solution. Quelle qu'elle soit, même si elle est. Parfois, elle peut être juste, j'allais dire, intérimaire, c'est-à-dire pour un temps donné, mais trouver une solution. Exactement. Voilà. La meilleure expérience que vous gardez? À titre personnel Titre personnel, dans votre domaine professionnel? Alors, j'ai une ou plusieurs. Hein. Oui, j'en ai, mais j'en ai une qui est assez... J'avais l'habitude, quand j'étais chez NG Home Service aussi, pour encourager les équipes. Encore une fois, quand on est dans le monde du maintenance ou du dépannage, on a parfois des expériences un peu difficiles parce qu'on arrive dans des situations un peu compliquées, donc il y a une certaine pression sur les collaborateurs. Et donc, on s'était dit, comment on fait pour valoriser aussi les belles histoires? Donc, on avait créé ça, on avait créé les belles histoires de l'entreprise. Et donc, les techniciens remontaient à une situation de dépannage sur laquelle ils sont arrivés dans une situation catastrophique, ils sont ressortis vainqueurs, parce qu'il y a vraiment cette notion-là. Un technicien, c'est presque le super-héros qui vient enfin de remettre le chauffage, quoi. C'est le côté appartenance aussi du maillot, si on fait un Alors ça, c'est important, avec le exactement. Ouais. Ah oui, clairement. Là, il faut de l'appartenance pour que les collaborateurs soient motivés, et encore une fois, pour donner d'eux-mêmes et le maximum pour résoudre le problème. Ouais. Et ben, il y a eu un technicien qui nous avait raconté une histoire qui était très belle, parce que donc un 24 décembre, on est appelé pour un dépannage. Il y a aussi des chaudières qui tombent en panne le 24 décembre. Dans une famille un peu précaire, qui avait invité une partie de sa famille et pour qui la soirée était, c'était la soirée de Noël, quoi. Et le technicien est arrivé sur le tard,
parce qu'il avait fini sa tournée, donc il a accepté effectivement de retourner chez ce client pour dépanner la chaudière. Il a un peu galéré, comme on dit, mais il a réussi. Il a réussi à dépanner la chaudière, et donc ils ont eu du chauffage et tout. Et en fait, il a fini la soirée avec eux. En fait, il a été invité au dîner de Noël et il a fini la soirée avec eux, quoi. Quand il nous a raconté cette belle histoire, ça montre à quel point, pour moi, on a touché l'expérience client, quoi. Quand on a un client qui est tellement ravi de son expérience, qui dit au technicien, viens t'asseoir à table avec nous et puis profite avec nous, parce que c'est un peu grâce à toi qu'on peut maintenir cette soirée. Voilà, ça, c'était plutôt une belle histoire. J'aime beaucoup cette histoire, je pense que vous aussi, parce que d'abord, elle montre qu'il reste de l'humain dans ce monde d'intelligence artificielle. J'avais encore une question, mais à mon avis, vous venez d'y répondre. C'était finalement le plus bel exemple que vous gardez. Mais... Celui-là, c'est un bel exemple. Après, à titre personnel, moi, je suis assez fan En fait, quand je suis rentré chez NG Home Service, j'ai eu affaire à titre personnel aussi à une gazinière qui est tombée en panne, que j'avais acheté chez Boulanger, pour ne pas les citer. Et donc, j'ai appelé le service après-vente de Boulangerie. Et j'avais été scotché, vraiment scotché par l'expérience client, au sens positif, hein, parce que j'avais eu une collaboratrice au téléphone qui, déjà dans l'accueil, était top, qui avait fait un pré-diagnostic avec moi, qui s'était assuré du coup que le technicien avait la bonne pièce, qui m'avait rappelé la veille pour s'assurer que j'étais toujours présent. Enfin, voilà. J'avais trouvé vraiment le parcours super. Le technicien est venu, il a résolu la panne. Elle m'a rappelé après pour savoir si tout allait, donc j'avais vraiment une très belle expérience. On s'en est enrichi chez NG Home Service, on avait un peu du coup copié cette bonne expérience. J'avais même d'ailleurs écrit au DG de Boulanger à l'époque que j'avais rencontré cette initiative, donc, qui était ravi qu'on fasse un feedback sur ses équipes. Et donc j'avais été vraiment bluffé là-dessus, à tel point qu'on avait, nous, imaginé quelque chose d'à peu près similaire, et notamment, allez, on va dire que dans 30% des cas, lorsque vous avez une panne chaudière, c'est un manque d'eau. C'est-à-dire qu'il y a un manque d'eau dans le circuit de chauffage. Et donc la chaudière se met en sécurité. Donc le technicien vient, et sa première opération, il va remettre de l'eau dans la chaudière, il remet en service et il s'en va. Ça dure 5 minutes. Par contre, le client a peut-être attendu 2 jours ou 3 jours pour se faire dépanner, parce qu'on est en plein hiver, encore une fois, et qu'il y a une cascade de demandes. Donc là, on s'est dit, il faut qu'on travaille avec le client pour que ça devienne, encore une fois, notre allié, et donc on lui fasse faire l'opération. Donc on a formé nos équipes pour que les équipes puissent identifier la première panne et faire les premières opérations au client. Et comme ça, on en a redémarré. Ça veut dire que là, par exemple, c'est ce qu'on appelle par l'intermédiaire du call center, c'est-à-dire... Exactement. Ouais, ok, tout à fait. Donc c'est le call center qui disait au client, est-ce que vous avez vérifié le? Non, on va le faire ensemble. Allez à votre chaudière. Ils ont effectivement expliqué comment remettre de l'eau. Dans un deuxième temps, on est passé avec des outils, avec de la vidéo. C'était plus simple. Encore une fois, il montrait via son téléphone. Mais l'objectif, quand on est encore une fois technicien de maintenance ou quand on est dans une société de chauffage, c'est que l'intervention doit se faire en une fois. Donc, plus le diagnostic préalable est bon, plus vous êtes sûr que vous allez dépanner en une fois. Donc, vous faites un client satisfait, parce que lui, c'est tout ce qu'il attend, que vous ne reveniez pas. Et puis, l'entreprise gagne de la marge, parce qu'on parle de relation client depuis tout à l'heure, mais il est évident que ça doit créer de la valeur aussi financière à l'entreprise pour améliorer son résultat. Enfin, pour finir, les yeux dans les yeux, Antoine Scanu, quel message aimeriez-vous transmettre aux professionnels qui, justement, veulent faire évoluer leur relation? Alors, écoutez les clients, ça c'est une évidence, mais pas simplement au travers d'outils automatisés, les NPS et tout, qui sont des choses à mettre en place. Mais allez à leur rencontre, écoutez-les, prenez le temps d'aller rencontrer les clients et écoutez vos collaborateurs. Parce qu'eux, ils les rencontrent, les clients. Prenez le temps d'aller dans des agences, quand vous allez dans des agences, passez du temps derrière le comptoir, accompagnez vos techniciens, écoutez. Et moi, j'ai appris beaucoup plus dans ces moments-là que j'ai pu l'apprendre dans d'autres moments, quoi. Donc les rencontres clients sont essentielles. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces derniers mois de l'année 2025 et 2026 qui va arriver? Eh bien, écoutez, je tombe pas en panne parce que la chaudière va attaquer l'hiver. Donc, même si j'ai quelques contacts dans ce métier. Oui, et puis, je sais remettre de l'eau dans ma chaudière. Donc, déjà, c'est un vrai. J'aurais appris quelque chose. Je pense que vous aussi, d'ailleurs. Vous venez d'apprendre quelque chose. Je ne savais pas. Je vais vérifier tout de suite. C'est ça. Et non, écoutez, moi, je me souhaite autant de bonheur dans mes expériences futures que j'en ai eu dans mes expériences passées. Et ces bonheurs sont vraiment nombreux. Donc, voilà. Si j'ai la même expérience riche, personnel et de bonheur, ça m'ira très bien. Eh bien, en tous les cas, merci beaucoup, Antoine Scanu. Le bonheur, visiblement, vous en avez eu. Vous avez pu nous le partager. Il se lit, il se voit sur votre visage avec ce sourire. Merci de vous être prêté au jeu des yeux dans les yeux.
On vous donne rendez-vous pour un prochain autre numéro. D'ici là, bien, vous restez au même endroit. Vous le savez, il y a plein d'autres émissions avec l'expérience client et la capacité et possibilité, bien sûr, de pouvoir échanger ensemble nos expériences. À bientôt. Amicio a été heureux de vous présenter Les yeux dans les yeux. Amicio, leader de la relation client externalisée 100% produite en France, premier prestataire entreprise à mission.